Allô ? Du coup, merci d'être là pour cette deuxième conférence de la journée qui portera sur l'utilisation de l'ADN environnemental pour réaliser des inventaires au sein des zones humides, qui vous sera présentée par monsieur Claude Millot, directeur d'études au Centre national de la recherche scientifique. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc je remercie les organisateurs de cet événement, en particulier l'association étudiante. J'ai toujours grand plaisir à voir des étudiants faire ce genre d'action dans l'associatif. C'est très bien. Et donc je vais vous parler en effet de l'utilisation de l'ADN environnemental. Alors j'ai ciblé évidemment l'aspect zone humide, donc il y a des pans entiers de l'utilisation de l'ADN environnemental dont je ne parlerai pas, et c'est surtout présenter un petit peu qu'est-ce que c'est et quelques applications et quelques perspectives. Alors j'aime bien commencer avec cette histoire-là, que la biodiversité, vous savez ce que c'est, elle est importante. Cette étude de 2011 a fait une tentative assez réussie d'évaluer le nombre d'espèces eucaryotes présentes sur Terre, vous voyez, 8,7 millions, avec un intervalle de confiance qui est très très faible par rapport à beaucoup d'autres études. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, vous voyez, après 250 ans de classification, on est arrivé à 1,2, 1,3 million d'espèces décrites maintenant. Donc ça veut dire qu'il reste 86% des espèces terrestres et 91% des espèces des océans encore à décrire. Alors pourquoi tout ça ? C'est que c'est pas simple. Il y a des milieux où il y a trop d'espèces, il y a des milieux où elles sont trop discrètes, et puis pour faire tout ça, pour les étudier, c'est long, c'est cher, et donc on n'y arrive pas. Alors historiquement, vous connaissez peut-être ça, vous êtes d'une génération où vous ne connaissez pas ça, mais voilà, c'est une série dans laquelle on a mis des scientifiques et quelques militaires dans un vaisseau spatial en disant « Allez, vous allez découvrir les vies extraterrestres ». Et il y avait ce magnifique appareil, là, le Hand Recorder, qui permet de balayer la surface d'une planète et de détecter les formes vivantes. Bon, depuis ça date de 1966, mais cette machine, elle n'a toujours pas été inventée. Donc, on va essayer de passer par autre chose, et en particulier par la détection de l'ADN présent dans l'environnement. Alors, on classe l'ADN dans différentes catégories. Pour faire simple, on va dire qu'il existe dans l'environnement de l'ADN de bonne qualité. C'est l'ADN qu'on va trouver dans les organismes. Ici, des organismes donc unicellulaires, des vers, enfin bon, peu importe. Donc, cet ADN intracellulaire, il va on va le considérer de bonne qualité, et des microbiologistes qui font des prélèvements d'eau et qui étudient les virus, les bactéries, etc., utilisent des techniques de microbiologie depuis de très très nombreuses années, sans qu'on ait eu à appeler ça de l'ADN environnemental. Et puis il existe de l'ADN, on va dire, de mauvaise qualité. Ça veut dire que cet ADN, il va être extracellulaire, et donc il va être produit par les cellules intestinales qui se retrouvent dans l'environnement en lien avec l'excrétion, et puis la desquamation, enfin toutes les manières de faire que on retrouve de l'ADN dans l'environnement. Ici, dans cette pièce, si on pompe l'air de cet amphi, on va trouver l'ADN de toutes les personnes qui sont présentes. Donc ça, cet ADN, évidemment, on comprend qu'il ne va pas se retrouver sous sa forme intracellulaire complète, elle va être dégradée, c'est-à-dire principalement coupée en plus petits morceaux. Alors, quelques points méthodologiques concernant l'ADN environnemental. Le but du jeu, ça va être premièrement d'amplifier ce qu'on a, et après, deuxièmement, de l'assigner à quelque chose qui va pouvoir correspondre à une espèce décrite. Donc la première étape, c'est de récupérer l'ADN, on parle de zone humide, donc on va dire principalement dans l'eau pour cet exposé. On va extraire l'ADN de cet échantillon d'eau. On va faire une amplification. Je reviendrai donc un petit peu après dans cet exposé sur ces deux parties. La première partie, filtration, donc les méthodes de terrain, et puis la troisième partie, amplification, ce qui nécessite de définir des amorces plus ou moins spécifiques, on va dire. Donc le séquençage, c'est-à-dire l'identification des caractéristiques des molécules d'ADN qui ont été amplifiées. Une étape de bioinformatique, parce qu'on va filtrer tout ça. En général, on a trop d'informations, il faut le filtrer suivant différents critères. Et puis l'étape 6, c'est vraiment l'étape finale, c'est-à-dire que maintenant on a une liste de brins d'ADN avec certaines caractéristiques, il faut relier cette liste avec une liste
d'espèces dont les caractéristiques génétiques sont connues. Donc on a besoin d'avoir d'une banque de référence. Alors, sur le premier point, je vous ai dit que j'allais insister sur deux aspects de ce pipeline de l'ADN environnemental. La filtration, voilà, vous avez un individu ici qui va faire un prélèvement dans l'eau avec un tube, et puis après, il va récupérer cet ADN qu'il a mis dans un bac, par exemple, et puis le faire transiter avec un système mécanique qui ne nécessite pas d'énergie, à travers ici une capsule dans laquelle il y a un filtre. Et donc on va repartir du terrain avec cette capsule et puis qui contient ce filtre. Et donc au laboratoire, après il faudra extraire l'ADN de ce filtre, l'amplifier, le séquencer et le matcher avec une banque de référence. Les avantages, vous voyez bien que ça nécessite une petite équipe de préleveurs. C'est une action rapide sur le terrain. Par contre, vous n'aurez pas tout de suite les résultats. Il faudra attendre la fin du cycle pour avoir les résultats. Et puis, évidemment, vous avez un impact très faible de l'action sur l'environnement. Ici, j'ai pris dans la littérature quelques autres exemples. Je l'aime bien parce que c'est justement peut-être pas l'exemple à suivre. Donc vous avez dans le premier cas, vous voyez un prélèvement avec un système de pompage, d'accord. Ici, c'est quelqu'un qui rentre dans l'eau puis qui fait un transect. Bon, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée d'entrer dans l'eau avec les bottes quand on fait des études d'ADN environnemental. Et puis là, vous avez encore un autre dispositif avec une pompe. Et vous voyez, les scientifiques sont toujours à même de produire rapidement des articles, voilà, ici, méthodologiques sur cet aspect. Donc on est toujours dans le prélèvement de l'échantillon. Et puis là, je vous ai mis une dernière qui... Parce que, bon, on parle de zones humides, mais j'ai bien vu dans les définitions tout à l'heure que le marin, les eaux font partie aussi des zones humides. Bon, là, c'est plutôt au milieu ouvert, c'est un petit peu aussi la révolution de ces méthodes, c'est l'utilisation en milieu océanique, où maintenant la grande majorité des études ADN environnementales se font en milieu océanique, dans des milieux ouverts, donc avec des systèmes de pompage. Les bateaux font des transects, bon, dans ce cas-là. Ici, c'est un plongeur qui va faire des prélèvements en profondeur. On peut aussi envoyer des robots pour faire ce genre de prélèvements. Et puis ici, voilà, c'est une étude sur la répartition de l'ange de mer en Méditerranée avec l'ADN environnemental. Alors, juste un petit mot concernant donc, la troisième étape, qui est cette étape qui va consister à faire que dans ce fouillis d'ADN qu'on a dans le prélèvement, eh bien, on amplifie évidemment que la cible, que ce qui nous intéresse. Donc ici, vous avez une molécule d'ADN mitochondrial dont on connaît la structure, et puis ben voilà, donc sur cette molécule, vous avez des gènes dont on connaît les précurseurs, enfin l'ensemble des caractéristiques. Et donc la réussite de l'ensemble de ces méthodes, elle est sur ce schéma-là. En fait, on est capable de trouver pour les différents secteurs de cette molécule d'ADN, eh bien une suite de bases dont on sait que quand elles sont présentes, eh bien, ça veut dire que cette molécule d'ADN est une molécule, par exemple, de poisson. Donc voilà, systématiquement, quand on a cette séquence-là, vous voyez, elle est très courte, mais eh bien, on sait que c'est un poisson. Et puis, après cette molécule-là, eh bien, vous avez une autre séquence qui, elle, va être variable. Ça veut dire qu'on sera avec une molécule de poisson, mais avec la suite variable, eh bien, on pourra déterminer l'espèce de poisson considérée. Et c'est ça le côté méthodologique très intéressant de l'ADN, c'est cette succession de portions conservées qu'on va pouvoir attribuer aux vertébrés, aux mammifères, aux poissons, aux amphibiens, aux plantes, et puis la partie variable pour laquelle on va pouvoir l'attribuer aux espèces. Évidemment, si les espèces sont décrites, puisque cette partie variable va être identifiée grâce aux banques de référence. Alors ici, c'est simplement quelques marqueurs qui sont utilisés justement pour les poissons,
puisque il peut y avoir différents endroits dans cette molécule qui peuvent servir pour identifier l'ensemble des poissons. Et puis, voilà, en ce moment, les chercheurs sont plutôt à essayer de standardiser un petit peu ces approches pour avoir des choses plus comparables. Alors, je terminerai avant d'illustrer par des exemples cette première partie par un petit peu de terminologie. Donc, vous avez ce schéma là dans un article date de combien maintenant? Je cherche la date. 2012. Parce qu'il y avait un petit peu une confusion entre ce qu'est l'ADN environnemental et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous allez dans une rivière, vous faites un prélèvement de macro-invertébrés benthiques, vous avez peut-être fait ça en TP, là, vous ramassez, vous triez ça, et puis vous êtes capable de calculer des indices biotiques derrière, ok ? Et donc, certains chercheurs considéraient que on récolte les invertébrés, hop, on les fixe, d'accord. Avant, on les identifie sur des critères morphologiques, mais on peut aussi les écraser entièrement, puis hop, récupérer l'ADN de ce mélange et en faire la liste. Et donc ça, c'était considéré comme ADN environnemental. Nous, je dirais l'école française, puisqu'il y en a une, on a considéré que non, ça, ce n'est pas de l'ADN environnemental. Ce qui est l'ADN environnemental, c'est si vous prélevez l'eau du ruisseau sans avoir touché aux invertébrés et que dans cette eau, vous retrouvez l'ADN de ces invertébrés, là, vous faites vraiment de l'ADN environnemental. Et donc maintenant, il y a un consensus, en effet, sur le fait qu'il n'y a pas à toucher ou à extraire des tissus des animaux ou des plantes sur lesquelles on travaille. Alors ici, vous avez un schéma qui est assez intéressant parce qu'il tient bien compte de la situation. Sur cet axe, vous avez le niveau d'identification. Évidemment, le niveau le plus faible que vous pouvez avoir, c'est le niveau spécifique. Je dirais qu'on pourrait compléter maintenant ce schéma avec des approches intraspécifiques. J'en parlerai un petit peu dans les perspectives. Et puis sur cet axe-là, vous avez la complexité à extraire l'ADN. Alors, vous voyez, si vous travaillez que sur une seule espèce, ok, ça va être assez simple. Et puis, on va parler là de barcoding. D'accord? Vous avez un gène qui va servir à identifier cette espèce-là. OK? Vous allez pouvoir le faire à l'échelle évidemment de l'espèce. En général, quand vous travaillez sur un seul organisme, c'est pour travailler au niveau de l'espèce. Et puis, le plus souvent, quand vous faites un prélèvement, autant avoir la communauté complète. Et donc, vous allez là définir donc, un marqueur qui permet d'amplifier votre cible, qui est la cible d'une famille ou d'un groupe. Et puis, grâce aux banques de référence, vous saurez identifier l'ensemble des espèces. Donc là, on parlera de métabarcoding. Et puis, vous pouvez aussi faire des prélèvements vraiment très généralistes sur différents types de matrices. Alors aujourd'hui, je parle de l'eau, mais on pourrait parler du sol, on pourrait parler de l'air, dans laquelle on va faire aussi donc, ce prélèvement-là, donc sans toucher aux organismes, ce qui était fait précédemment. Et donc notre propos aujourd'hui, on est là, on va parler de métabarcoding d'ADN environnemental parce qu'on n'aura fait que des prélèvements de matrices dans laquelle vivent les organismes ou les plantes qui nous intéressent. Alors, quelques données un petit peu généralistes autour de tout ça. Il y a un côté paradoxal à l'ADN, c'est que c'est une molécule très solide. Donc ça veut dire qu'elle est susceptible de pouvoir se conserver pendant longtemps dans des milieux, évidemment, où les agents qui facilitent sa dégradation sont absents. Milieu anoxique, dans le froid, voilà. C'est pour ça qu'on est actuellement en train de reconstituer des faunes très anciennes. Et d'ailleurs, il y a eu un article récemment qui a repoussé à 2 millions d'années, je crois, le plus ancien ADN qui a pu être amplifié, ce qui est vraiment des choses absolument considérables, quoi. Donc voilà, donc d'un côté, cet ADN est susceptible de rester longtemps. Puis d'un autre côté, cet ADN, l'activité biologique est très friande de l'ADN. Bactéries, plutôt que de fabriquer de l'ADN, elles préfèrent en récupérer dans l'environnement
qui sont sous petits morceaux et puis les intégrer dans leur propre ADN. Bref, les UV vont dégrader l'ADN au sens ils vont le couper. Et voilà. Donc cet ADN libre va se dégrader très vite. Donc d'un côté, dégradation très rapide, puis d'un autre côté, des possibilités de conservation. Alors, nous, en ADN environnemental, ce qui va être intéressant, c'est évidemment d'étudier les communautés présentes. Bon, travailler sur les communautés passées, ça peut être évidemment très intéressant, mais souvent, quand on fait un inventaire, on veut savoir ce qu'il y a maintenant. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce qu'il y avait l'année dernière, si maintenant l'espèce est absente. Donc les premières études se sont intéressées à ces vitesses de dégradation de l'ADN dans l'eau. Et ici, c'est deux expériences. Une expérience en aquarium, on met des têtards d'amphibiens là, dans des aquariums, on les enlève, et puis on regarde, en faisant des prélèvements temporels, eh bien, à quelle vitesse on est susceptible de pouvoir retrouver l'ADN de ces animaux. Donc au début, évidemment, on en a 100%. Puis vous voyez, en termes de jours, là, on passe les 50% de détection au bout d'une dizaine de jours. Donc aquarium, avec pas de rayonnement solaire, etc. Une situation un petit peu artificielle. Et puis ici, en milieu plus naturel, des mésocosmes en extérieur, avec un poisson, pareil, on le laisse. Et bien, vous voyez qu'au bout également entre 5 et 10 jours, là, vous avez plus que 50% de l'ADN présent. Donc, en effet, on voit que la détection de l'ADN dans ces milieux aquatiques correspond plutôt à une présence contemporaine des espèces. Un deuxième aspect, c'est en particulier dans les milieux courants, c'est la distance à laquelle on est susceptible de détecter une espèce en fonction de sa présence. Vous allez faire un prélèvement le long d'un fleuve, eh bien, à quelle distance une espèce qui vit dans les milieux peut-être plutôt de tête de bassin est susceptible d'être détectée en aval. Alors j'ai pris là juste deux expériences. La première, c'est sur donc on est en Norvège là, sur une rivière qui relie deux lacs et c'est des prélèvements et les espèces détectées sont des bivalves patrimoniaux, souvent très difficiles à échantillonner dans le milieu naturel. Et sur ce schéma, vous avez ici, c'est les densités de ces mollusques, et puis les schémas jaunes et rouges correspondent à la détection par l'ADN environnemental à deux saisons différentes, peu importe, et vous voyez qu'on est capable de détecter encore cet ADN de ces bivalves 2 km plus loin de ce qui est considéré comme étant la source. Cette étude-là, c'est une très très belle étude réalisée par des Français sur le Rhône, où ils ont échantillonné quasiment 200 sites entre Genève et Sainte-Marie-de-la-Mer. Et vous avez ici, c'est ça qui va nous intéresser, la distance parcourue par l'ADN d'une espèce qu'on ne trouve que dans le lac de Genève, le corégone. Donc 100% évidemment quand on est à la sortie du lac. Et puis vous voyez la descente rapide. Vous voyez, vous n'avez plus que 50% de détection quand vous êtes à 50 km de cette source, puisque ce poisson ne vit pas dans le fleuve. Donc, vous voyez que là encore, on peut commencer à imaginer un petit peu cette écologie de l'ADN, comment ça se passe dans le milieu, à quelle distance il est dispersé, en fonction des débits des fleuves, etc. Avec des notions de saisonnalité, etc. Alors, je viens de parler de grands fleuves, on peut parler évidemment de plans d'eau. J'ai pris là juste un exemple. J'ai un collègue qui a essayé d'évaluer le nombre de publications. On pense qu'il y a entre 5 et 10 publications par jour sur l'ADN environnemental en ce moment, sur les inventaires réalisés sur la faune et la flore du monde. Donc, vous voyez, vous avez le choix, si vous voulez illustrer ce genre de choses. Donc, moi, j'ai pioché vraiment juste quelques études. En plan d'eau, ici, on est en Asie du Sud-Est, dans un grand réservoir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce diagramme où là, vous voyez qu'il était connu 135 espèces
sur des collections de muséums dans cet environnement. Les 10 ans de pêche cumulée avec des filets maillants ont permis de capturer 82 espèces et une saison avec 4 prélèvements d'ADN environnemental a permis de trouver 122 espèces. Alors c'est un schéma qu'on retrouve assez régulièrement, hein, une plus grande efficacité et un effort de prélèvement plus faible, en particulier dans les milieux de ce type-là. Concernant un exemple sur les fleuves, bon, j'ai mis celle-ci, encore une fois, il y en a de très nombreuses. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est très intégrative. C'est un marqueur vertébré qui a été utilisé, ce qui permet de détecter des mammifères, hein, et puis des poissons, des amphibiens. Et donc, c'est un petit peu au nord enfin en amont du delta du Mékong. C'est un endroit intéressant, hein. Le fleuve, il fait 40 km, il fait à certains endroits 40 km de large, avec des fosses de 150 mètres de profondeur. Et vous voyez, ce prélèvement d'une quantité d'eau relativement faible a permis de détecter cette liste d'espèces. L'objet, c'était de trouver les zones de frayère du poisson-chat géant, et qui a été détecté donc, à certains endroits, et ce qui a permis de remonter en amont pour trouver les affluents correspondant à ce fleuve, parce qu'on sait que ce poisson-chat géant fait des migrations dans ces affluents, mais on ne savait pas forcément lesquels. Alors, je vais vous donner juste là un petit balayage d'exemples sur quelques cibles, avec un biais taxonomique que j'assume. Et puis, je me concentrerai peut-être pour la dernière partie sur des aspects plus de perspective. Alors, bon, des applications, toutes sortes d'organismes, bon, sur des organismes potentiellement pathogènes, sur des cnidaires, sur des copépodes. Alors j'ai mis cette étude-là justement parce que je la trouve intéressante. Ici, donc c'est le nombre d'espèces déterminées par des méthodes de morphologie. Et puis là, c'est différentes techniques de biologie moléculaire avec différents types d'appareils. Vous voyez, on ne trouve pas les mêmes résultats. Ça montre bien qu'il y a aussi beaucoup de progrès à faire, hein, avec les techniques qui sont utilisées même du côté de ces méthodes de biologie moléculaire. En fonction des appareils, en fonction des technologies, on n'a pas trouvé les mêmes résultats. Je vous ai mis cette publication déjà parce qu'il y a des jolies photos, il n'y en a pas souvent dans les publications. Elle concerne donc des inventaires d'écrevisses. Avec donc des espèces indigènes et des espèces exotiques envahissantes. Et puis, bon, vous reconnaissez ces techniques classiques. Ici, vous avez une perceuse avec une pompe à l'extrémité qui permet de pomper l'eau. Et donc, voilà, on calcule un débit et puis, vous voyez, ça, c'est le filtre qui va être ramené du terrain. Voilà la cartographie, c'est en République tchèque. Ici, ce fleuve. Et puis, bon, voilà, peu importe les légendes, ça a permis de déterminer la présence de ces espèces dans de nombreux cours d'eau sur lesquels l'échantillonnage était particulièrement complexe. Alors ça me permet de faire une petite discrétion historique, parce que nous, on a travaillé sur l'ADN environnemental depuis quelques années, et une des premières études qu'on avait fait, c'était sur les écrevisses à pieds blancs, justement à pattes blanches, en Isère, et j'avais présenté les résultats. C'est un financement du département de l'Isère. Donc tous les ans, il y avait un petit congrès de restitution. Donc je présente les résultats. Ça avait marché moyennement. C'est plus compliqué sur les écrevisses que sur les poissons, mais ça avait quand même marché. Et il y avait un professeur de l'université qui avait dit ouais, c'est bien votre truc là, mais bon, ça sortira jamais des labos. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous disent les vieux profs de fac, hein, parce que là, c'était pas très visionnaire. Alors voilà, d'autres exemples. Ici, concernant les invertébrés et les indices biotiques, hein, donc voilà, je pense que j'espère que vous avez eu la chance de faire du terrain et de faire récolter cette faune des cours d'eau vraiment magnifique.
Et donc ici, c'est une comparaison, c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est le long de ce, je pense que c'est un fleuve, oui, donc on est dans les Asturies, il y a un gradient amont-aval, et puis il y a eu une comparaison des notes attribuées à la qualité de l'eau en fonction de l'approche morphologique ou de l'approche avec l'ADN environnemental. Bon, ben, on voit que globalement, on a des choses très cohérentes. Hein, donc, on assiste à ce transfert de l'utilisation de l'ADN environnemental vers des évaluations de type indice biotique. Alors, une question qui vient rapidement quand on parle d'ADN environnemental, c'est le lien entre la détection des espèces, dont on voit qu'elle est performante, mais d'autres paramètres, comme par exemple la biomasse. Si vous faites une pêche électrique pour un ruisseau ici, vous allez avoir la communauté de poissons, d'accord, mais vous allez avoir aussi les stades de vie, hein, les jeunes, les vieux, vous allez voir les mâles, les femelles, bref, vous allez avoir plein d'informations. Et puis vous allez avoir une quantité que vous allez pouvoir rapporter, une quantité de biomasse que vous allez pouvoir rapporter à 1 kilomètre de linéaire. Bon. En ADN environnemental, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Alors, il y a de très nombreuses études maintenant qui s'intéressent à la quantification de l'ADN en lien avec la quantification des espèces cibles. Donc en mésocosme, hein, ici, donc on sait combien il y a de poissons, on sait le volume, puis vous voyez que bon, on trouve voilà, des relations relativement bonnes entre la quantité de poissons et la quantité d'ADN. Ok, ça fait sens, pas toujours, hein, vous voyez. Bon. Mais je vous dis, on est dans une situation de mésocosme, là, donc très artificielle. Alors celle-ci, c'est une des études qui va le plus loin dans l'intégration de l'ensemble des phénomènes qui sont susceptibles de faire varier cette biomasse. Il faut l'expliquer un petit peu. Ici, vous voyez, voilà un peu la plateforme sur laquelle ils ont travaillé. Il faut s'intéresser évidemment à ce qui se passe dans l'environnement. Hein, donc il peut y avoir, suivant l'endroit où vous allez faire votre prélèvement, vous pouvez être exposé plus ou moins à des flux. Hein, on l'a vu tout à l'heure dans les fleuves, évidemment, l'ADN est transporté, mais dans des zones supposées stagnantes, vous pouvez avoir quand même une certaine courantologie. Donc il faut avoir des gens qui sachent travailler là-dessus. Ensuite, il faut travailler sur vos espèces, puisque l'espèce va générer de l'ADN environnemental. Cette excrétion, entre guillemets, d'ADN environnemental, elle peut être stade dépendant. On voit dans des études au laboratoire que chez les poissons, par exemple, souvent les juvéniles produisent plus d'ADN environnemental que les adultes. C'est pas forcément des choses qu'on aurait pu prévoir, hein, donc ça veut dire que ça s'étudie. Et puis surtout, il y a des grandes différences d'un groupe à un autre. Quand on travaille sur les poissons, on peut penser que peut-être les poissons ont une certaine homogénéité au sein du groupe des poissons en termes de sécrétion d'ADN, mais si on prend des marqueurs beaucoup plus généralistes, et puis qu'on travaille sur des invertébrés et puis des vertébrés, ben peut-être là, il y a des grandes différences. Ce que je vous disais, il y a moins d'ADN d'écrevisses que de poissons, si on le ramène à la biomasse. Donc ça veut dire qu'il voilà, faut étudier ce phénomène ici en lien avec l'espèce cible. Évidemment, il faut avoir des idées de la quantité, hein, puisque c'est ce qui va nous permettre d'étudier s'il existe un lien entre les deux. Alors ici, dans cette étude, les densités de poissons sont étudiées avec des méthodes des techniques acoustiques. Voilà, donc après, il faut faire un modèle pour dire comment est-ce que va se faire ce lien entre cet ADN-là, cette circulation. Et puis, évidemment, après, on va faire une phase de terrain avec les prélèvements d'ADN. Donc, ici, voilà les résultats des quantités d'ADN prélevées. Alors plus c'est en rouge, c'est qu'il y a une forte densité, hein, en bleu c'est faible densité. Et puis vous voyez des prélèvements à la surface, des prélèvements à mi-profondeur et des prélèvements sur le fond. Alors j'aurais dû rajouter la profondeur, il faudra que je la vérifie, je ne l'ai pas, mais j'imagine que c'est plusieurs dizaines de mètres. Dans le milieu marin, les études qui ont été réalisées sur ça montrent qu'un prélèvement de surface dans la premiers mètres permettent d'avoir la communauté de poissons qui vit jusqu'à environ 20 mètres de profondeur.
Donc, dans les 20 premiers mètres, on aura cette communauté. Au-delà, on va rater les poissons benthiques si la profondeur du site échantillonné est supérieure à 20 mètres. C'est pour ça que je dis que là, on est dans le milieu d'eau douce, mais qu'on doit être, si on voit qu'il y a des différences. Ici, vous voyez, il y a une forte densité du poisson détecté ici, alors que là, il est beaucoup plus faible. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on a une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Et puis, ici, c'est la relation maintenant d'un point de vue de la quantité avec la modélisation en comparaison avec les sorties du modèle intégrant l'ensemble de ces phénomènes pour l'ADN environnemental, et puis ici la quantification des densités de poissons avec les méthodes acoustiques. Alors, tout ça pour dire quoi? Que bon, ok, il est clair que dans la plupart des cas, on a une forte détectabilité des espèces avec ces méthodes-là. C'est des méthodes complémentaires, des méthodes traditionnelles. Je vous ai dit, on n'a pas encore d'informations vraiment démographiques, c'est-à-dire sur les stades de vie, des choses comme ça, avec l'ADN environnemental, même si les gens travaillent sur cet aspect-là. Ce sont des techniques qui sont quand même pour la plupart non invasives. Vous venez, vous faites un prélèvement d'eau et vous repartez. Si on compare avec la pêche électrique, si on compare avec les prélèvements en lien pour les indices biotiques pour les macro-invertébrés, bon, évidemment, il n'y a pas de comparaison. L'applicabilité très étendue, moi je vous ai donné quelques exemples un peu méthodologiques, plutôt en milieu aquatique. Bon, vous faites un petit peu la littérature, regardez le sommaire d'une revue qui s'appelle eDNA et vous verrez le panel des applications absolument incroyable, jusqu'à frotter les feuilles des arbres pour avoir les communautés de chauves-souris, jusqu'à récolter la faune du sol pour avoir les vers de terre de Guyane, etc., etc., etc. Il y a des milliers d'études. Un aspect important que j'ai voulu signaler ici, c'est que on peut faire des inventaires, très bien, mais on peut mettre en place des plans d'échantillonnage qui permettent d'évaluer aussi les probabilités de détection. Et ça, c'est très important, parce que quand vous allez sur le terrain, que vous trouvez une certaine communauté, si vous n'avez pas, et puis que vous y retournez 1 an plus tard, 2 ans plus tard, etc., et puis que vous dites, j'en ai moins vu, donc il y en a moins. Évidemment, vous faites une grosse erreur méthodologique, puisqu'il faut savoir, si vous pouvez dire ça, si vous avez la même probabilité de détection d'une date à l'autre. D'accord ? Pour pouvoir dire qu'il y en a moins ou il y en a plus, il faut évidemment pondérer en fonction de la probabilité de détection. Et le plan d'échantillonnage avec l'ADN environnemental, qui nécessite de faire des réplicas, permet d'évaluer ces fameuses probabilités de détection. Et ça, c'est très très important pour des suivis à long terme. Les inventaires globaux, oui, parce que maintenant avec des approches métabarcoding. Et puis là, alors ça date un petit peu, celui-là je pourrais l'enlever, parce que les choses vont vite. Vous voyez que en termes de transférabilité, en 2014, c'est la première fois que dans une étude d'impact nécessitant de faire des inventaires, je pense que c'était, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était sur des inventaires d'amphibiens, de poissons sur les boucles de la Seine, dans la proposition, était fait référence à l'usage de l'ADN environnemental. Alors, une petite ligne de temps, comme on dit dans les programmes de recherche-action participative, pour mettre un petit peu les choses par rapport à ça. Alors, 1987, là, on est capable d'extraire, on parle d'ADN environnemental et on extrait de l'ADN du sol, des sédiments, pour avoir la communauté microbienne. Ça continue, bon là on est avec toutes ces méthodes très utilisées par les microbiologistes, bon mais là on ne parle pas d'ADN environnemental, c'était pour rappeler cette chose-là. Ici dans des études sur la qualité de l'eau
eh ben, on se rend compte que oui, on peut, grâce à des marqueurs, on peut trouver de l'ADN d'homme, de cochon, de toutes sortes de sources. Hein. Donc on commence à identifier des sources à partir des cibles à partir d'un prélèvement d'eau. C'est donc une extension de ces méthodes utilisées pour la faune du sol. Ici, une publication qui est un peu marquante, puisque c'est une des premières fois qu'on avait l'identification de l'ADN de mammouth, de toutes sortes d'animaux, de plantes dans du permafrost. Du pergélisol, pardon. Ensuite, vous voyez, on progresse. Donc là, on arrive là, voilà, à partir de là, vraiment, les gens vont commencer à travailler à faire des inventaires de biodiversité, comme on les conçoit nous en tant qu'écologues, donc dans les eaux stagnantes, puis dans les eaux courantes, et puis dans le marin. Hein, où là, vraiment, ces techniques ont vraiment explosé. Bon, c'est pas si longtemps, mais on commence déjà à avoir des articles de review des méthodes, des articles critiques aussi également, hein, faire avancer la cause. Ici, donc des inventaires, voilà, vraiment de métabarcoding. Ici, évidemment, l'utilisation pour les eaux souterraines. Hein, on comprend bien, c'est vraiment... actuellement, il y a des très grosses études dans les pays d'Amérique du Sud où il y a des réseaux karstiques très importants et on voit que des sources qui sortent, hein, ou des rivières très importantes qui sortent. Bon, c'est absolument impossible à échantillonner. Et bon, ben voilà, il suffit là de faire des pompages à la sortie pour savoir l'ensemble des communautés. Et là, des espèces de poissons endémiques de ces sources sont décrites quasiment toutes les semaines. Ici, on arrive à l'utilisation de nombreuses autres matrices. Donc, par exemple, l'air. Hein, c'est là à commencer les premières études. La première étude, ce sont des Danois qui ont réalisé des prélèvements d'air dans un zoo. Et ils ont trouvé l'ADN de toutes les espèces du zoo, hein, des girafes, des éléphants, ce qui ne fait pas partie de la faune commune du Danemark. Donc, on pouvait penser que ça venait bien du zoo. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y avait aussi une serre tropicale avec des aquariums, et ils ont trouvé de l'ADN des poissons des aquariums qui étaient présents dans l'eau. Et ce qui fait peut-être un lien avec les zones humides. Et là, depuis cette année, on commençait à sortir les premières études ADN avec l'air dans des milieux ouverts, quoi, en forêt, etc. Et puis, un dernier aspect ici, dont je vais parler un petit peu, c'est que, l'ADN, enfin l'ensemble des acides nucléiques qu'on trouve dans les cellules, elles existent sous différentes formes qui sont liées en particulier à l'expression du génome avec par exemple des ARN. Et donc quand on s'intéresse aux ARN, ça veut dire qu'on s'intéresse à quelque chose de fonctionnel. On s'intéresse à l'expression ou la surexpression de certains gènes. Donc si on trouve cet ARN dans l'environnement, ben, peut-être on peut faire le lien avec une fonction qui était en cours chez l'organisme. Alors, je vais en parler dans ces perspectives. Là, je vous disais que j'assume mon biais taxonomique. Hein. Vous avez eu un intervenant botaniste juste avant. Je ne le suis pas, mais c'est pour rappeler que... Donc, c'est pour ça que je vous ai donné principalement des exemples sur des animaux. Mais il existe évidemment tout un développement de l'ADN environnemental pour les inventaires de la végétation. Un petit mot concernant ce niveau dont j'ai parlé, le niveau intraspécifique. Donc je vous ai dit que l'ensemble du concept est basé sur l'existence de portions constantes du génome qui encadrent des portions variables, ces portions variables étant le niveau spécifique, hein, le niveau qui permet de déterminer une espèce. Mais vous savez que, en particulier pour l'ADN mitochondrial, il peut y avoir différents haplotypes présents au sein d'une même espèce. Eh bien, on peut aller chercher ces différents haplotypes aussi avec l'ADN environnemental. Et ici, c'est une étude sur le requin-baleine réalisée en mer Rouge, où ils ont comparé les séquences d'ADN environnemental et puis les séquences des tissus existants dans des musées. Et voilà, il y a une liste d'haplotypes, les différents haplotypes, on les retrouve très bien en fonction de l'endroit
où les échantillons ont été réalisés. Donc, le prélèvement d'ADN environnemental permet de décrire la lignée mitochondriale de l'espèce considérée. Il y a actuellement une énorme recherche sur ces aspects-là, sur ces aspects de génétique des populations, parce que le jour où on arrive à déterminer, à aller au-delà de l'espèce, mais faire aussi de la génétique des populations avec l'ADN environnemental, on s'affranchit encore une fois de la capture des animaux et puis du dérangement potentiel, etc. Alors qu'on fait souvent de la génétique des populations dans le cadre de conservation des espèces, donc moins on aura d'impact sur ces espèces, mieux ça sera. Autre type d'utilisation, quand on va justement dans un aspect un peu fonctionnel, ici, je vous dis, donc il existe différents types d'ADN. Il y a l'ADN mitochondrial et il y a l'ADN nucléaire. Et les proportions de ces deux types d'ADN qu'on va trouver dans l'environnement peuvent être liées à l'activité biologique des organismes. Les poissons, sur leur site de frayère, eh bien, ils libèrent les gamètes dans l'eau, et c'est là que se fait la fécondation. Donc la quantité d'ADN, la proportion entre l'ADN nucléaire et mitochondrial qu'on va trouver sur les zones de frayère est différente. Donc ici, c'est l'étude d'un perchidé endémique d'Australie, où justement on ne savait pas où étaient les zones de frayère, et ces schémas indiquent justement ce ratio entre la quantité d'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Donc il faut avoir des marqueurs qui amplifient l'ADN mitochondrial, et des marqueurs qui amplifient des portions de l'ADN nucléaire, mais ça, on sait bien faire. Et donc, vous voyez que voilà, les ratios sont différents. Et bien, quand on va sur ces valeurs de ratio, qu'on les met sur les sites échantillonnés et qu'on va vérifier, et bien, en effet, on y trouve ici les zones de frayère. Donc, vous voyez, on peut aller, il faut être imaginatif, on peut essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut utiliser cette présence de l'ADN pour résoudre des questions de biologie, ici, d'écologie. Alors, notre collègue Francesco Fissettola a fait un article où il essayait de voir l'émergence des applications de l'ADN environnemental en partant des applications classiques. On vient de le voir. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est détecter des espèces. Voilà, soit il a pris l'exemple du xénope. Ça tombe bien, il y a eu une étude en lien avec la présence de cette espèce exotique envahissante pas très loin de la région qui a utilisé l'ADN environnemental pour améliorer la détectabilité de l'espèce. On peut faire évidemment des approches de communauté, d'accord? C'est ce qui se fait maintenant. C'est plus cher d'aller faire le terrain que de faire la biologie moléculaire. Donc, quitte à aller faire du terrain et des prélèvements, autant après déterminer la communauté globale. Et puis, je vous l'ai dit, voilà, il y a le travail qui se fait sur l'estimation de l'abondance grâce à ces techniques. Alors, les challenges, c'est travailler dans d'autres types d'environnements, donc l'environnement terrestre. C'est de s'intéresser aux distributions passées, parce que c'était le côté paradoxal de l'ADN. Si vous faites des prélèvements dans le sédiment, on peut trouver l'ADN qui a été conservé. Par exemple, vous savez que s'il y a des poissons dans les lacs, ou dans les... J'allais dire dans les étangs, non, parce que là, on est dans l'aspect anthropique du milieu, dans des lacs de montagne, on va dire, qui normalement n'ont pas de poissons, et puis vous n'avez pas d'amphibiens, et peut-être en regardant dans le sédiment, vous allez vous rendre compte que peut-être il n'y a pas de poissons aujourd'hui, mais il y a eu des poissons à une époque qui pourraient expliquer l'absence d'amphibiens maintenant. J'ai vu une étude sur les anguilles. Vous savez, il y a cette grande problématique de la migration des anguilles là, qui vont jusqu'au Sargasse et qui reviennent. Il y a beaucoup de modélisation de courantologie pour emmener les larves, mais pour les larves, on sait comment ça se passe. On ne sait pas bien comment ça se passe pour les adultes qui vont au Sargasse. Et bien là, il y a un plan d'échantillonnage sur l'ensemble du golfe de Gascogne, dans le sédiment, pour essayer de retrouver l'ADN des anguilles qui permettrait de retracer les routes de migration. Et là, on est dans un milieu ouvert. Donc, évidemment, travailler sur les interactions. À partir du moment où on est capable d'amplifier l'ADN dans la matrice que sont les fesses, on est capable de reconstituer l'ensemble des régimes alimentaires, etc.
Et puis donc les applications émergentes proposées par Francesco, c'est de travailler sur oui, d'autres aspects. Hein. On parle beaucoup de microbiote actuellement, d'accord. Et puis voilà, sur l'étude du régime alimentaire d'espèces sur lesquelles habituellement on ne travaille jamais. Hein, donc, voilà, et puis cette dernière diapositive reprend cet aspect perspective, mais vu plus du côté de ce qu'on peut faire avec l'ADN. Je l'ai trouvé pas mal, d'ailleurs je vois que je n'ai pas mis la référence. Donc, en effet, vous retrouvez ici l'ADN donc issu de ces mitochondries. Alors pourquoi je parle souvent d'ADN mitochondrial pour l'ADN environnemental? Parce qu'au début, on pensait qu'il allait y avoir surtout de l'ADN mitochondrial dans l'environnement. Pourquoi? Parce que vous savez que dans une cellule, il y a l'ADN nucléaire, d'accord, mais il y a 10, 20, 30 000 mitochondries. Donc la probabilité, simplement basée sur le chiffre, fait que normalement, il doit y avoir beaucoup plus d'ADN mitochondrial que d'ADN nucléaire dans l'environnement. C'était le premier dogme qu'on avait un petit peu au début. Puis le deuxième, c'était que l'ADN va très vite être dégradé, donc ça sera des tout petits morceaux d'ADN et que les marqueurs qu'on va utiliser devront amplifier ces petits morceaux d'ADN qui seront spécifiques des espèces cibles. Maintenant, avec l'ensemble des études, on se rend compte que premièrement, il y a beaucoup d'ADN nucléaire. Donc c'est pour ça que maintenant il y a des approches justement qui utilisent plein de sortes de marqueurs qui permettent de faire le métabarcoding et puis d'aller dans la détermination des espèces. Et puis deuxièmement que les brins d'ADN sont beaucoup plus grands que ce qu'on croyait. Il y a des morceaux d'ADN qui sont très conservés parce qu'en fin de compte l'ADN libre, il n'est pas si libre que ça. Quand il l'est, on fait l'analogie avec le complexe argilo-humique dans le sol. Hein, donc il y a cet ADN en fait qui s'associe à toutes sortes d'autres protéines et il est relativement protégé, où les cellules elles-mêmes ont une durée de vie qui est relativement longue dans l'environnement. Donc là, il y a aussi beaucoup d'études des gens qui essayent de récupérer de l'eau dans des aquariums, par exemple, et qui font passer sur différents types de filtres pour essayer de voir sous quelle forme est l'ADN dans l'environnement. Mais en tout cas, petits morceaux issus principalement de l'ADN mitochondrial, c'est quelque chose qui maintenant est un petit peu daté. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vous parle d'ADN donc mitochondrial et aussi d'ADN nucléaire. D'accord, ça c'est clair. Alors là, j'avoue que je n'ai pas creusé l'aspect épigénétique. Je pense que d'abord, j'arrive aux limites de mes compétences dans le domaine. Et puis, comme je l'ai fait hier soir, je n'ai pas eu le temps de le lire vraiment. Et puis par contre, ça là, c'est celui-là sur lequel je voulais insister un petit peu, je l'ai dit précédemment, c'est qu'en effet, vous avez d'autres types d'ADN, en particulier de l'ARN. Hein, et encore une fois, si dans un environnement, vous avez les organismes qui sont soumis à un polluant, par exemple, les gènes codants pour des protéines de détoxification, par exemple, vont être surexprimés. Et donc, vous allez retrouver évidemment cette surexpression de cette quantité d'ARN dans l'environnement qui vous permettra de boucler la boucle en disant, voilà, on est dans un environnement où les animaux sont exposés à ce type de polluants. C'est une des applications possibles. Voilà, j'en arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à quelques questions si nécessaire. Merci pour cette présentation. J'ai une question tout à fait intéressée pour vous. Je me posais la question de savoir s'il y a des études en cours ou de la méthodologie associée à l'étude des biofilms, parce qu'on se pose beaucoup de questions, par exemple, sur des polluants comme sont les plastiques. On en a un petit peu parlé en amont de cette conférence. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec des techniques liées à l'ADN environnemental, on puisse estimer les communautés biotiques qui viendraient s'associer, peut-être, être absorbées par des
Alors, je me rends compte que j'ai pas parlé de ça, et c'est quelque chose qui pourrait être ajouté. En effet, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les échantillonneurs naturels. Hein, donc, dans le milieu marin, par exemple, les éponges, vous échantillonnez les éponges, mais dans les éponges, vous avez de l'eau, et cette eau, c'est avec l'ADN de toutes les espèces de poissons qui vivent dans le récif corallien à proximité. Bon, donc en effet, tous ces biofilms sont utilisés actuellement pour faire des recherches en ADN environnemental, parce que cet ADN, justement, en fait, l'ADN, vous mettez n'importe quoi dans l'eau, il y a de l'ADN qui se fixe dessus, et donc les biofilms y participent. Et maintenant, il y a beaucoup de développement sur des capteurs passifs. C'est-à-dire, on va mettre un capteur d'ADN dans l'environnement. Donc, il y a plein d'études sur quel type de capteur, et on va récolter dessus l'ADN qui était circulant. Bon, moi, j'ai un étudiant en thèse qui débute, dans le sujet de sa thèse, c'est développement de capteurs passifs pour évaluer la mégafaune mobile des parcs éoliens en mer. Voilà. Donc, on va chercher l'argent où il est. Et voilà, c'est pour dire que vous avez, évidemment, si vous faites un prélèvement en mer, ça marche très bien, mais vous allez avoir la communauté en place. Si vous passez la veille du passage du cachalot, vous n'allez pas avoir l'ADN du cachalot. Si vous avez laissé un capteur en place, ben lui, il est susceptible d'intégrer tout ce qui s'est passé pendant cette période. Oui. Pour l'abondance, moi j'en étais resté avec des tritons, on n'avait pas, et Tony et Sandra, on n'avait pas réussi à faire le lien. Est-ce que depuis il y a eu des papiers qui sont sortis qui permettent d'avoir, notamment ce que je voyais pas dans les biais qu'il pouvait y avoir, nous on partait plutôt sur les colloïdes, la qualité de l'eau en fait, la qualité de l'eau des mares qui pouvait extrêmement influencer les PCR et poser des problèmes. Est-ce que ça a été résolu depuis ça? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas concernant cet exemple-là. Je sais que ça progresse pas tant que ça, je dirais, dans le milieu, enfin dans les mares, dans ces petits milieux. Où là, le plus grand progrès, c'est vraiment dans le marin. Où là, vraiment, parce qu'il y a des enjeux en lien avec la biomasse sur les quotas de pêche, des trucs comme ça, etc. Mais ouais, peut-être. Mais alors, je sais pas si c'est les enjeux. Après, il faudrait aussi vérifier spécifiquement la littérature là-dessus. Hein. C'est un sujet. Bon, c'est difficile de faire le suivi un peu exhaustif. Mais j'imagine que oui, il doit y avoir des choses qui ont fait progresser. Enfin voilà, d'une manière en tout cas très simpliste. C'est clair qu'il y a une relation entre la quantité d'ADN dans un milieu et puis la quantité de l'espèce considérée, quoi. Mais pouvoir en inférer, ça va être beaucoup, peu et rare. En inférer un nombre, c'est compliqué. Ceci dit, inférer un nombre avec les méthodes traditionnelles, c'est compliqué aussi, hein. Moi, je me demande, est-ce que c'est des études qui sont coûteuses? Est-ce qu'à terme, ça pourrait devenir concurrentiel par rapport aux études d'impact qui sont faites traditionnellement pour les assos ou les bureaux d'études? Alors là aussi, il y a énormément d'études économiques autour de ça, en particulier par les Canadiens et les Américains, qui aiment bien évaluer ces aspects-là. Donc vous trouverez, ou vous me demandez la littérature, il y a plein de rapports sur les wildlife suivis, etc. Bon, globalement, parce qu'il faut tout intégrer, donc coût laboratoire, etc., etc. Je ne peux pas donner de chiffres, mais bon, c'est moins cher. Les études environnementales en lien avec l'ADN environnemental sont premièrement moins chères, et deuxièmement, souvent, permettent de cibler des choses qui n'étaient pas prévues au début, alors qu'elles sont extrêmement pertinentes. En effet, moi je travaille souvent justement avec des gestionnaires d'environnement où ils se disent ouais, on aimerait refaire un inventaire, le vison, le machin, le truc. J'ai dit mais oui, bah, ok, vous allez faire un gros effort de terrain, mais faites les vertébrés, enfin voilà. En ce moment, on fait beaucoup d'inventaires sur les loutres. Bah, faites aussi les proies des loutres. Enfin, vous voyez, on peut. Je milite pour l'approche de la communauté parce que ça permet de répondre à
à d'autres questions qui sont en lien souvent. Et puis l'effort de terrain, le coût est souvent là sur l'effort de terrain. Après, il y a un coût. Après, il y a un coût. Il y a le fait que ça se fait dans des labos. Donc maintenant, il y a beaucoup de labos privés là. En général, c'est des labos privés. Mais bon, voilà. Donc oui, c'est un nouveau dispositif. Mais vous ne me le posez pas. C'est pour ça que je vois aussi la différence. Je vois l'évolution des choses. Parce que les premières fois que moi je présentais ça, la première question c'était des naturalistes qui disaient ouais, mais alors bon, il n'y aura plus besoin de naturalistes. Première question qu'on me posait. Alors, bon, moi je ne suis pas pour défendre les naturalistes plus que d'autres choses, je veux dire. Bon. Mais je répondais, mais attendez, vous savez, il y a quelques années, il y a eu un gars, il s'est pointé un jour avec un DAT, là. C'est un petit appareil qui permet d'enregistrer les chauves-souris. Révolution technologique, on n'a jamais eu autant de chauves-souris, autant d'études sur les chauves-souris, et puis vous regardez les directives annexe 2 de Habitat, puis il y a des listes comme ça de chauves-souris. Pourquoi? Parce que méthodologiquement, ça a permis. Les gens n'ont pas dit, il y a une nouvelle technique. Et là, moi, je dis, dans les plans d'action, souvent, les premières fiches actions, c'est refaire un inventaire d'eux. Bon, souvent, on fait un inventaire qui correspond à la localisation des gens qui sont compétents pour faire l'inventaire. Alors que là, vous allez faire des inventaires qui sont hyper pertinents. Et puis, l'argent conservé, parce que vous ne sera pas dépensé là, elle permettra peut-être de travailler sur des études plus intéressantes, sur justement les fonctionnalités, sur des résultats qui sont intéressants en termes de conservation. Et puis, rappelez-vous que j'ai dit quand même, la boucle, c'est à la fin, c'est les banques de référence. Donc, il y a même à 2 points, au début et à la fin, les banques de référence. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de savoir sur quoi on travaille. Donc, il faut qu'il y ait des gens, des spécialistes, des taxonomistes qui ont bien évalué tout ça. Et puis, premièrement, c'est le prélèvement. Mais le prélèvement, vous comprenez bien que vous n'allez pas aller faire des prélèvements au hasard dans l'environnement. Vous avez quand même des compétences d'écologue en vous disant, j'arrive là, je pense que si la bête elle est présente, peut-être elle est plutôt là des compétences que j'ai, etc. Donc on peut mobiliser bien sûr aussi les compétences des écologues pour optimiser les stratégies d'échantillonnage. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quand on est susceptible de les mobiliser, parce que si on n'est pas susceptible de le faire, c'est pas indispensable. Vous voulez faire un inventaire des grenouilles vertes dans des mares, peut-être pas tellement nécessaire faire de l'ADN environnemental. Il suffit d'y aller le jour où les conditions sont favorables pour qu'elles chantent. Puis les grenouilles vertes, vous les aurez. Donc voilà, c'est pas une nécessité. Par contre, en effet, si dans vos moyens, vous n'avez qu'une seule sortie possible par an, et puis que vous voulez, parce que vous préférez faire 100 sites plutôt que 5 sur lesquels vous irez faire votre point d'écoute quand ça sera favorable, allez faire le prélèvement d'ADN, qu'il pleuve, qu'il vente, que les grenouilles chantent ou pas, il y aura toujours l'ADN dans l'eau. Donc voilà, après c'est une question de choix par rapport à ça. On arrête là, merci. Du coup, là, c'est la pause repas et vous pouvez en profiter pour aller voter pour le concours photo qui est juste en haut des escaliers.